À l'aube du 16 août, 57 camions sont arrêtés, faisant basculer en silence une routine sécuritaire déjà sous tension. La saisie révèle plus de 25 000 fusils, des explosifs et des armes lourdes, exposant un réseau transfrontalier structuré et bousculant l'image d'un Burkina Faso souvent décrit comme fragile. Que doit réellement comprendre le public lorsque Ibrahim Traoré exige des faits, refuse l'escalade verbale et parle déjà de souveraineté à défendre? En quelques heures, l'événement local ouvre une bataille plus vaste où sécurité, économie et équilibres régionaux se trouvent discrètement remis en question. Cette séquence promet une lecture rigoureuse des faits, sans amplification ni raccourci émotionnel, afin de comprendre ce qui se joue réellement derrière l'interception du 16 août. Le bénéfice pour le public est clair: distinguer les risques réels des perceptions exagérées. Plutôt que de s'arrêter au choc des images et des chiffres bruts, l'analyse suit une méthode précise: replacer chaque donnée dans sa chronologie, relier les acteurs aux itinéraires et séparer ce qui est établi de ce qui reste hypothétique. L'enjeu dépasse la simple réussite sécuritaire. Il concerne la capacité d'un État à garder le contrôle narratif tout en menant une enquête complexe, sous pression régionale. À travers ce prisme, l'événement devient un test. Test de crédibilité institutionnelle, test de résilience économique, test de confiance sociale. Ce cadre permet aussi d'éviter un piège fréquent: croire qu'une saisie spectaculaire équivaut à une résolution durable. La question sous-jacente reste ouverte et guide la suite. Que révèle cette interception sur l'équilibre réel des forces et à quel coût collectif? Dès les premières heures suivant l'interception, un chiffre s'impose et change l'échelle d'analyse: 57 camions immobilisés en une seule opération, associés à plus de 25 000 fusils AK-47 et à des armes lourdes. Ce volume dépasse largement le cadre d'une contrebande opportuniste et signale une logistique pensée sur le long terme. Cette mini-révélation oblige les autorités burkinabées à revoir leurs hypothèses initiales. Il ne s'agit plus d'un incident isolé, mais d'un indicateur stratégique. Les, les premières inspections montrent que les cargaisons ne sont ni hétéroclites ni improvisées. Chaque camion correspond à une fonction précise, chaque itinéraire a une phase testée à l'avance. La saisie devient ainsi une fenêtre rare sur un réseau structuré, capable de coordonner transport, stockage et couverture financière. Le contexte régional renforce cette lecture. Le Burkina Faso évolue dans un espace sahélien marqué par des flux d'armes diffus, fragmentés et souvent difficiles à tracer. Jusqu'ici, ces flux prenaient la forme de petits slots dispersés. Le 16 août marque une rupture nette. La concentration observée transforme un risque latent en preuve massive. Cette bascule impose un changement de cadre analytique, du tactique vers le stratégique. C'est dans ce moment charnière qu'intervient Ibrahim Traoré. Sa prise de parole ne vise pas à dramatiser, mais à contenir. En exigeant des faits vérifiables et en refusant toute surenchère, il influe directement sur la perception publique de l'événement. Le discours officiel se centre sur la méthode, l'enquête et la souveraineté, plutôt que sur la peur ou la vengeance symbolique. Ce choix calme les réactions internes tout en envoyant à l'extérieur un signal de maîtrise. La question centrale évolue alors. Elle n'est plus seulement de savoir qui a expédié ces armes, mais ce que leur interception révèle sur l'équilibre réel des forces dans la région. L'événement cesse d'être une réussite ponctuelle pour devenir un point d'observation privilégié, à partir duquel se dessinent des effets en chaîne encore largement ouverts. Deux figures
donnent un visage concret à une opération souvent résumée par des chiffres. Sur le terrain, le capitaine Moussa Kaboré incarne la vigilance locale. Dans la nuit du 16 août, il fait face à un convoi progressant sans signe d'hostilité manifeste. L'incertitude domine. Attendre une preuve irréfutable ou agir sur un faisceau d'indices incomplets. Son choix d'ordonner l'arrêt rompt une routine risquée et transforme une suspicion diffuse en interception majeure. À distance, le général Zerbo joue un rôle complémentaire. Depuis la salle d'opération de Ouagadougou, il coordonne la réponse nationale avec une logique séquentielle. Là où Kaboré décide dans l'instant, Zerbo anticipe. Il verrouille les corridors terrestres, synchronise les unités et limite les marges de manœuvre des chauffeurs et de leur soutien. Cette coordination rapide empêche la dispersion du convoi et réduit le risque d'affrontement ouvert. Les premiers effets sont immédiats. D'abord, l'opération confirme que la chaîne institutionnelle fonctionne du poste avancé au commandement central. Ensuite, elle modifie la perception interne de la sécurité. L'interception n'apparaît plus comme un coup de chance, mais comme le résultat d'une discipline opérationnelle et d'une confiance accordée à la décision locale. Ce basculement est discret mais déterminant. Ce récit humain éclaire la suite. En mettant l'accent sur des choix individuels plutôt que sur un appareil abstrait, il devient plus clair pourquoi l'opération a tenu face à un réseau sophistiqué. Une décision locale peut infléchir une trajectoire nationale. Et c'est bien là l'essentiel. La confiance opérationnelle change l'échelle des réponses. Avant l'aube du 16 août, le dispositif sécuritaire fonctionne encore selon une vigilance sous contrainte. Les postes opèrent avec des moyens limités, conscients que certaines routes du Sud servent régulièrement de couloirs discrets. L'information arrive par fragments. Un signal inhabituel puise un autre. Rien de suffisamment probant, mais un faisceau d'indices convergents. L'activation se produit lorsque l'hypothèse du passage ordinaire cesse d'être la plus plausible. La décision est prise de ne pas attendre une confirmation parfaite. Le doute bascule en action. Le convoi est stoppé sans mise en scène. L'arrêt est net, méthodique. Les véhicules sont immobilisés, les chauffeurs encerclés. Les premières inspections commencent. Très vite, l'ampleur dépasse les anticipations. Les chiffres circulent en interne. La nature des armes est identifiée. Les alertes montent vers Ouagadougou. À cet instant précis, l'événement change de registre. Il quitte celui de l'incident pour entrer dans celui de la crise nationale. Le rythme s'accélère, mais l'improvisation est tenue à distance. Le point culminant intervient lorsque la cargaison est entièrement caractérisée. Les fusils, les explosifs et les armes lourdes ne sont pas disposés au hasard. Chaque camion correspond à une logique fonctionnelle, chaque itinéraire a un test préalable. La coordination observée suggère un réseau déjà rodé, capable d'absorber des pertes ponctuelles sans s'effondrer. La lecture évolue une nouvelle fois. L'opération n'était pas destinée à un acteur isolé, mais à nourrir une dynamique régionale de déstabilisation. Le Burkina Faso apparaît alors non comme un simple point de passage, mais comme un objectif stratégique. C'est dans cette phase critique qu'Ibrahim Traoré intervient. Son rôle n'est pas d'amplifier la tension, mais de la contenir. Il valide la poursuite de l'enquête, exige une analyse rigoureuse et fixe une ligne de communication sobre. Cette posture influe directement sur la suite. Les, for- les forces de sécurité poursuivent les perquisitions, les unités de renseignement commencent à reconstituer les flux financiers et les corridors terrestres sont temporairement verrouillés. Le pic de la crise est traversé sans affrontement ouvert,
ce qui réduit les risques d'escalade incontrôlée. Viennent ensuite les répliques. Dans les jours qui suivent, l'interception agit comme un révélateur. Des entrepôts sont identifiés, des documents saisis, des sociétés écrans apparaissent dans plusieurs juridictions. Chaque découverte confirme que le convoi du 16 août n'était pas une anomalie, mais un maillon visible. La pression se déplace progressivement du terrain vers les sphères diplomatiques et informationnelles. Et les partenaires régionaux s'interrogent, les observateurs recalibrent leurs analyses et les réseaux adverses commencent à ajuster leur route. L'effet le plus durable n'est pourtant pas immédiat. Il réside dans la rupture d'une certitude implicite, celle qu'un État fragilisé subirait sans pouvoir anticiper. De l'activation initiale à la gestion des conséquences, la séquence montre une capacité à absorber un choc majeur sans perdre le contrôle opérationnel ni narratif. Le passage de l'événement à la trajectoire constitue le véritable tournant. Avant le 16 août, les flux d'armes étaient fragmentés et difficiles à relier. Après, une saisie massive les rend mesurables et comparables. Ce passage du diffus au quantifié impose une lecture factuelle, où les chiffres ne servent pas à frapper les esprits, mais à délimiter précisément la nature de la menace. Un premier indicateur apparaît, le volume d'armement intercepté. Plus de 25 000 fusils AK-47 sont recensés lors des premières inspections, accompagnés de grenades, de lance-roquettes et d'explosifs. Ce chiffre n'exprime pas seulement une quantité brute, il signale une intention opérationnelle. Une telle dotation dépasse les besoins d'un groupe isolé et correspond à l'équipement potentiel de plusieurs unités armées coordonnées. Autrement dit, le volume indique une préparation militaire structurée, pas un trafic opportuniste. Un deuxième indicateur se détache, la diversité des provenances. Les numéros de série analysés renvoient à des stocks issus de zones de conflit distinctes, notamment la Libye et le Yémen, ainsi qu'à des circuits de stockage militaire plus discrets. Cette dispersion géographique révèle une capacité d'agrégation logistique élevée. Les armes ne suivent pas une seule filière linéaire, elles convergent depuis plusieurs théâtres vers un même flux final. Autrement dit, la multiplicité des origines implique coordination internationale et synchronisation logistique. Un troisième indicateur complète l'ensemble, les flux financiers associés au réseau. Les enquêteurs identifient jusqu'à 1,3 milliard de dollars liés à des comptes et entités connectés à l'opération, répartis en transactions fragmentées pour limiter la détection. Ce montant ne couvre pas uniquement l'achat d'armes, il finance une architecture complète. Transport, stockage, intermédiaires juridiques et logistique transfrontalière. Autrement dit, l'ampleur financière révèle une infrastructure durable, coûteuse et planifiée. Pris isolément, chacun de ces chiffres pourrait prêter à débat. Ensemble, ils dessinent une rupture nette avec les schémas observés auparavant. Le volume transforme une hypothèse en preuve. Les provenances déplacent l'analyse du local vers le géopolitique. Les flux financiers expliquent pourquoi l'opération ne peut être traitée comme un épisode ponctuel. Les données convergent vers une même conclusion. L'échelle a changé. Cette lecture chiffrée structure aussi la réponse politique. Ibrahim Traoré s'appuie sur ces éléments mesurables pour cadrer le discours public, en mettant en avant des preuves vérifiables plutôt que des accusations générales. Il réduit la place laissée à la spéculation. Les nombres deviennent des repères, non des slogans. Ils ancrent la communication dans une logique de responsabilité et limitent les surenchères internes ou externes.
La conséquence analytique est claire. Avant le 16 août, le risque était latent et dispersé. Après, il est documenté, quantifié et inscrit dans une trajectoire régionale. Cette bascule oblige à penser en termes de réseau, de financement et d'équilibre de puissance, plutôt qu'en simples opérations de police. Les chiffres n'épuisent pas la complexité du dossier, mais ils en fixent désormais les contraintes. À partir de ce point, toute interprétation sérieuse doit composer avec ces données. Elles ne dictent pas les choix futurs, mais elles en bornent le champ. La question n'est plus de savoir s'il existe une menace structurée, mais comment perturber durablement un système conçu pour absorber les chocs sans disparaître. Une première thèse, portée par les autorités burkinabées, interprète l'interception du 16 août comme la preuve d'une ingérence extérieure coordonnée. Les volumes saisis, la diversité des provenances et la sophistication logistique indiqueraient une opération pensée pour déstabiliser durablement le Burkina Faso et, au-delà, l'espace sahélien. Selon cette lecture, le pays serait devenu un nœud stratégique dans une guerre indirecte, où l'armement sert à déplacer des équilibres politiques sans confrontation ouverte. Les chiffres et les itinéraires appuient cet argument en montrant une capacité de projection qui dépasse largement des acteurs locaux isolés. Une seconde thèse, défendue par certains analystes critiques, adopte une posture plus prudente. Elle reconnaît la réalité de la saisie, mais invite à relativiser sa portée géopolitique. Selon cette perspective, l'ampleur de l'opération pourrait être surinterprétée dans le discours public, consciemment ou non, afin de renforcer l'autorité de l'État et de consolider la cohésion interne. Les sceptiques soulignent que malgré des indices matériels forts, les preuves disponibles ne désignent pas clairement des commanditaires étatiques identifiables. Ils rappellent aussi qu'une crise majeure produit toujours des effets narratifs susceptibles d'amplifier sa signification politique. Ces deux lectures reposent sur des arguments solides et ne peuvent être écartées sans perte analytique. La première s'ancre dans des éléments matériels mesurables: armes, flux financiers, routes transfrontalières. La seconde rappelle une règle classique de l'analyse stratégique: les faits bruts et leur mise en récit évoluent ensemble, et l'un influence la perception de l'autre. Choisir exclusivement l'une reviendrait à simplifier excessivement un phénomène complexe. La synthèse la plus robuste combine ces approches. Les données disponibles indiquent bien l'existence d'un réseau structuré et capable de mobiliser des ressources importantes et de fonctionner sur la durée. En parallèle, la réponse politique intègre nécessairement une dimension de stabilisation interne et de gestion des perceptions. La question centrale n'est donc pas de trancher entre complot externe et instrumentalisation interne, mais d'évaluer comment ces deux dynamiques interagissent et se renforcent parfois. Cette lecture combinée évite un piège fréquent: réduire l'événement à un récit unique. Elle ouvre un espace d'analyse où la menace est réelle, tout en reconnaissant que sa gestion redéfinit les rapports de pouvoir et les équilibres internes. C'est dans cet entre-deux que se construit une compréhension plus utile et plus durable de la crise. Ce n'était pas un convoi isolé. Cette phrase courte modifie la lecture de toute la séquence. Jusqu'ici, l'interception pouvait être comprise comme une réussite sécuritaire majeure mais circonscrite. Les éléments consolidés après les premiers jours d'enquête indiquent autre chose. Les 57 camions ne constituent qu'un segment d'un dispositif plus large, conçu pour fonctionner par redondance et tolérer des pertes sans remettre en cause sa logique globale. Le détail décisif réside dans les itinéraires.
Les routes empruntées correspondent à des corridors déjà utilisés auparavant, avec des ajustements mineurs. Cela suggère un système qui teste en permanence ses propres limites, observant les réactions locales pour affiner ses trajectoires. L'interception n'a donc pas mis fin au mécanisme, elle l'a rendu visible. À ce stade, la posture d'Ibrahim Traoré prend d'une signification nouvelle. Son insistance sur la méthode, la durée et la sobriété du discours ne relève plus seulement de la communication. Elle traduit une reconnaissance implicite de la profondeur du problème. Il ne s'agit pas d'annoncer une victoire ponctuelle, mais de se préparer à une confrontation prolongée avec un réseau adaptable. Le point de bascule est clair. L'enjeu principal n'est plus ce qui a été arrêté, mais ce que cette arrestation révèle sur la structure adverse. La crise quitte le registre de l'événement exceptionnel pour entrer dans celui d'une confrontation de système. À partir de ce moment, chaque décision doit être pensée non comme une réaction immédiate, mais comme une perturbation durable d'un dispositif conçu pour survivre au choc. Les répercussions de l'interception ne se répartissent pas de manière uniforme. Elles se déclinent selon les acteurs concernés, chacun faisant face à des effets tangibles qui redéfinissent priorités, comportements et calculs. Pour l'État, l'impact est immédiat et structurel. À court terme, l'appareil sécuritaire fonctionne sous pression accrue. Les contrôles se prolongent, les besoins en renseignement augmentent et la coordination interservices devient permanente. Cette mobilisation a un coût budgétaire réel, mais elle renforce aussi la crédibilité institutionnelle. La gestion factuelle de la crise, soutenue par Ibrahim Traoré, stabilise le discours officiel et réduit les risques de fractures internes. À moyen terme, l'État gagne un levier diplomatique. L'interception devient un argument pour exiger une coopération régionale plus opérationnelle. En contrepartie, l'exposition internationale s'intensifie et chaque décision est scrutée avec davantage d'exigence. Pour les entreprises, les effets sont ambivalents. Le choc initial provoque une prudence marquée. Certains investisseurs suspendent leurs engagements, craignant une instabilité prolongée. Les coûts logistiques augmentent avec le renforcement des contrôles et la complexité administrative. Cependant, une lecture inverse émerge. La démonstration d'une capacité de contrôle et de coordination sécuritaire rassure une partie du secteur privé local, notamment dans l'agriculture et les mines. À moyen terme, un environnement perçu comme plus maîtrisé peut attirer des capitaux cherchant des marchés résilients plutôt que parfaitement stables. Pour les citoyens, l'impact est d'abord psychologique. Les images des camions saisis suscitent l'inquiétude, puis une forme de soulagement. La population mesure la proximité de la menace, mais aussi la capacité de l'État à agir sans basculer dans la panique. Cette séquence transforme la vigilance en réflexe civique. Les signalements augmentent, le soutien aux forces de sécurité se consolide et la notion de souveraineté prend une dimension plus concrète. Toutefois, un risque apparaît si l'état d'alerte se prolonge sans résultat. Visible à long terme, une fatigue sociale peut s'installer, érodant progressivement l'adhésion. À l'échelle régionale, l'interception agit comme un signal d'alarme. Les États voisins prennent conscience que les réseaux d'armement ignorent les frontières politiques. Des échanges de renseignements s'intensifient et certains mécanismes de coordination sont réactivés. En parallèle, les acteurs hostiles ajustent leur stratégie, recherchant de nouvelles routes et de nouveaux points d'appui. La région entre ainsi dans une phase d'adaptation mutuelle où chaque avancée sécuritaire entraîne une réponse. Pris ensemble, ces effets montrent comme que l'événement dépasse largement le cadre d'une saisie.
Il redéfinit des comportements institutionnels, des anticipations économiques et des équilibres régionaux. La question désormais posée n'est plus seulement celle de la menace, mais celle de la capacité collective à absorber ces répliques sans perdre cohésion ni initiative. À partir des éléments établis, trois trajectoires plausibles se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois. Elles ne prétendent pas prédire l'avenir, mais offrir un cadre de lecture pour éclairer les choix à venir. Dans un scénario de base, la stabilisation vigilante. Dans cette hypothèse, le Burkina Faso maintient un niveau d'alerte élevé sans basculer dans une escalade ouverte. Les contrôles frontaliers restent renforcés, le renseignement continue d'agréger des signaux faibles et la coopération régionale progresse par ajustements successifs. Les réseaux adverses s'adaptent, mais perdent en fluidité. Si cette trajectoire se confirme, alors la sécurité s'améliore lentement, au prix de coûts opérationnels durables. L'enjeu central devient l'endurance institutionnelle. Tenir dans le temps sans épuiser les ressources ni la patience sociale. Dans une version plus optimiste, le renforcement stratégique. Ici, l'interception agit comme un catalyseur. Les États voisins intensifient les échanges d'informations, des accords opérationnels sont consolidés et les corridors logistiques illicites se fragmentent. La crédibilité acquise facilite des partenariats sécuritaires plus ciblés et plus efficaces. Si cette dynamique s'installe, alors la pression exercée sur les réseaux d'armement augmente plus vite que leur capacité d'adaptation. Un bénéfice secondaire apparaît. L'État peut réinvestir une partie du capital de confiance dans des priorités économiques, réduisant progressivement la perception de risque. Dans une hypothèse plus pessimiste, les taux extérieurs. Dans ce cas, la réaction des réseaux hostiles est rapide et indirecte. Les routes se déplacent, les financements se dissimulent davantage et la pression informationnelle s'intensifie. Des tensions diplomatiques émergent, accompagnées de contraintes économiques. Si ce scénario prévaut, alors la sécurité devient plus coûteuse et plus complexe à maintenir. L'État doit arbitrer en permanence entre fermeté et ouverture, sous peine de voir s'installer une fatigue institutionnelle. Un cadre simple permet de naviguer entre ces scénarios. Si la coordination régionale progresse plus vite que l'adaptation des réseaux, la trajectoire se rapproche du scénario optimiste. Si l'inverse se produit, le risque de l'étau augmente. Cette grille n'impose pas de choix, mais éclaire la réflexion. Elle rappelle que l'objectif n'est pas d'éliminer toute menace, mais de conserver l'initiative stratégique dans un environnement mouvant. À ce stade, la crise ne se lit plus uniquement à travers des décisions étatiques ou des chiffres agrégés. Elle se traduit par des effets concrets sur des groupes précis dont l'expérience quotidienne est directement ou indirectement modifiée. Pour les citoyens ordinaires, l'impact est d'abord perceptif. La sécurité cesse d'être une abstraction lointaine pour devenir une réalité tangible. Les contrôles, les messages de vigilance et la couverture médiatique modifient les habitudes et les déplacements. Cette proximité peut renforcer le sentiment d'appartenance et de responsabilité collective, mais elle exige un effort constant de pédagogie. Sans explication claire, la vigilance peut se transformer en lassitude ou en méfiance. Un levier simple consiste à rappeler régulièrement le sens des mesures et leur caractère temporaire, afin de préserver l'adhésion. Pour les acteurs économiques locaux, l'effet est plus contrasté. Certains subissent des contraintes immédiates, liées aux délais supplémentaires, aux coûts accrus et à l'incertitude. D'autres y voient une opportunité à moyen terme.
Un environnement mieux surveillé peut réduire certains risques informels et améliorer la prévisibilité. Un ajustement pragmatique consiste à privilégier des partenariats locaux et des circuits plus courts, moins exposés aux perturbations transfrontalières. Pour les jeunes et les communautés engagées, la séquence devient un vecteur de mobilisation. Les débats sur la souveraineté, la sécurité et la responsabilité collective prennent une place accrue dans les écoles, les associations et les espaces civiques. Cette dynamique peut nourrir un engagement durable si elle est accompagnée. Des initiatives modestes, comme des programmes d'éducation civique ciblés, permettent de transformer l'inquiétude en participation constructive. Ces trois angles rappellent une réalité centrale. La gestion d'une crise ne repose pas uniquement sur l'action des institutions. Elle dépend aussi de la capacité à relier l'événement aux expériences vécues. Lorsque chacun comprend sa place dans l'équation, la résilience collective cesse d'être un principe abstrait et devient une pratique partagée. À partir des enseignements tirés de l'opération du 16 août, une trajectoire d'action progressive se dessine. Elle ne promet pas une résolution rapide, mais vise à transformer une crise ponctuelle en capacité durable, en articulant décisions politiques, outils opérationnels et adhésion sociale. D'abord, sécuriser les corridors sensibles. Les forces mixtes, militaires et douanières concentrent leurs efforts sur les routes identifiées en combinant présence humaine et moyens techniques. L'objectif n'est pas de tout contrôler, mais de réduire les angles morts. Le critère d'évaluation repose sur la détection plus précoce des flux anormaux, plutôt que sur le seul nombre d'interceptions. Ensuite, unifier le renseignement. Les informations issues du terrain, des analyses financières et des données logistiques doivent converger dans un cadre commun. Cette centralisation vise à raccourcir le délai entre signal faible et décision opérationnelle. Ibrahim Traoré insiste sur ce point, car la rapidité devient un avantage stratégique face à des réseaux adaptables. Le succès se mesure par la cohérence des réponses, non par leur visibilité publique. Puis, agir sur le plan symbolique. Une partie des armes est saisie et destinée à être neutralisée de manière visible et méthodique. Il ne s'agit pas de spectaculaire, mais de signifier une rupture. Transformer ce qui menaçait en ressources civiles devient un marqueur concret de souveraineté retrouvée. Après cela, renforcer les alliances ciblées. La diplomatie privilégie des partenariats régionaux fondés sur l'échange opérationnel plutôt que sur des déclarations générales. La continuité des échanges sert ici d'indicateur principal et, en fil conducteur, une étape transversale irrigue l'ensemble, l'éducation civique. Sans compréhension et adhésion, aucune architecture sécuritaire ne tient dans la durée. Cette feuille de route rappelle que la résilience ne se décrète pas, elle se construit pas à pas dans le temps long. Le récit revient à la nuit du 16 août et à la décision discrète qui a tout déclenché. Ce ne sont pas les images des camions immobilisés qui demeurent, mais le choix fait dans l'incertitude au poste avancé, puis relayé par une chaîne de responsabilités assumées. Le capitaine Moussa Kaboré avait agi sans certitude absolue. Ce geste, presque ordinaire en apparence, a pourtant infléchi une trajectoire nationale. Ce rappel éclaire la logique suivie depuis. De l'enquête aux ajustements stratégiques, chaque étape prolonge la même ligne. Préférer l'action mesurée à l'attentisme, la méthode à l'effet d'annonce. Ibrahim Traoré s'inscrit dans cette continuité lorsqu'il insiste sur la durée, la cohérence et la sobriété plutôt que sur la victoire immédiate. Le message implicite est constant. La souveraineté ne se proclame pas, elle se pratique. L'émotion qui émerge n'est pas celle de la peur, mais celle d'une lucidité partagée.
Comprendre que la résilience n'est ni acquise ni spectaculaire. Elle repose sur des choix répétés, parfois invisibles mais déterminants. Comprendre aussi que des décisions individuelles, prises au bon moment, peuvent peser sur des dynamiques complexes sans bruit excessif. La vigilance partagée change le cours des crises. Ce rappel ne clôt pas l'analyse. Il relie l'événement au présent et laisse une trace simple. Face à l'incertitude, la cohérence des choix compte autant que leur force. La séquence ouverte le 16 août ne se referme pas par une conclusion définitive. Elle laisse un espace de réflexion partagée, où chacun peut interroger ce que signifie la souveraineté lorsqu'elle est mise à l'épreuve sans avertissement. L'enjeu dépasse les frontières du Burkina Faso. Il touche à une question plus large. Comment des sociétés exposées à des pressions multiples choisissent-elles de tenir dans la durée sans céder à la simplification? Le récit présenté ici n'appelle ni à l'adhésion automatique ni au rejet réflexe. Il invite à observer, à comparer et à discuter à partir des faits établis. Les décisions prises, la posture publique assumée et la gestion méthodique de l'événement composent un cas d'étude encore en évolution. Leur pertinence ne se mesurera pas seulement à court terme, mais à la capacité de préserver la cohésion tout en maintenant une vigilance lucide. Si ce sujet vous interpelle, l'échange reste ouvert. Partager une analyse, poser une question ou confronter des lectures différentes contribue à enrichir le débat collectif. La stabilité n'est pas un état figé. Elle se construit aussi par l'attention portée aujourd'hui et par la qualité des discussions engagées.